Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez ce matin Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et président de la Fondation pour l'Islam de France. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. L'Europe a-t-elle échoué à nous protéger du terrorisme ? Elle a échoué dans beaucoup de domaines. Si on se rappelle les promesses qui avaient été faites par les auteurs du traité de Maastricht, on voit le résultat. Mais dans celui de la sécurité de ses Et dans le concitoyens. domaine de la sécurité, l'Europe n'est évidemment pas une entité stratégique. C'est un marché administré par une commission au nom de la concurrence, mais ce n'est pas une entité stratégique qui nous permet de poser correctement le problème de la lutte contre le terrorisme. Par exemple, nous nous sommes laissés cornériser en Syrie. Nous n'existons plus. Nous nous sommes laissés happer par des logiques. Parce que les Américains ne nous ont pas soutenus non plus. Oui, mais alors il fallait en 2013 en tirer un certain nombre de conséquences. Je suis votre pensée. Mais à ce moment-là, regardez avec qui nous pouvions nous allier pour faire reculer le soi-disant État islamique. Mais ceux qui, dans cette campagne, et je reviens à l'Europe, dans cette campagne présidentielle, défendent le retour au contrôle de frontières, la suspension, voire la suppression des accords de Schengen qui permettent la libre circulation au nom d'une meilleure protection des concitoyens. Est-ce que ceux qui disent cela ont raison ? Non, mais je ne vais pas me laisser entraîner sur ce terrain fangeux. Je pense que le défi migratoire est un défi réel auquel l'Europe sera affrontée, ne serait-ce que pour des raisons démographiques et compte tenu de l'instabilité du monde, du nombre des États faillis. Mais la vraie réponse, c'est le développement de l'Afrique, qui va doubler sa population d'ici 2050. Et la vraie question, voyez-vous, c'est de savoir s'il y a une pensée stratégique à la tête de l'État. Or, ce débat n'est pas posé. La campagne n'a pas véritablement commencé. Le débat qui a eu lieu il y a quelques jours, on a parlé des grandes questions économiques, du terrorisme, de la politique étrangère, de la Russie, tout à fait à la fin, entre minuit et minuit et demi, quand il n'y avait plus que très peu de téléspectateurs devant leur poste. On va venir à cette campagne et au thème qui nourrit cette campagne. Vous venez d'évoquer à l'instant la pression migratoire. C'est une nouveauté, jusqu'ici c'était l'apanage du Front National, mais de nombreux candidats dans cette campagne évoquent cette pression migratoire, évoquent une meilleure régulation, voire une baisse du nombre d'immigrés. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème en France avec l'immigration ? Écoutez, c'est une évidence. Moi j'ai fait voter une loi par le Parlement, la loi Reseda, en avril-mai 1998. Je vous renvoie au débat et à l'inconscience extraordinaire que ce débat traduisait de la part de nombreux députés, de droite et de gauche d'ailleurs. Je pense que, bien entendu, c'est un problème, mais il faut le traiter intelligemment. Et cette régulation doit emprunter des voies qui préservent nos relations avec les pays francophones d'Afrique. Et tout cela n'a pas été aujourd'hui vraiment débattu. Notre campagne ne parle pas de politique industrielle. Le problème principal de l'économie française, la compétitivité, n'est pas traité. On ne s'interroge pas sur les raisons de l'échec, il faut bien le dire, du pacte de responsabilité. Notre commerce extérieur est déficitaire de 60 milliards, de 8 milliards pour le seul mois de janvier. C'est le meilleur baromètre de l'activité. Où est la politique industrielle ? Le patron de l'UMM relève dans les colonnes du Figaro, je crois, que depuis 1987, c'est-à-dire depuis M. Madeleine, il n'y a plus eu de politique industrielle en France. Les problèmes géostratégiques, quand Die Zeit, un grand périodique allemand, évoque la possibilité que l'Allemagne se dote à nouveau d'une arme nucléaire dans le nouveau contexte géopolitique dégradé qui est le nôtre. Quel écho cela reçoit-il dans la presse française ? Personne n'en parle. Mais vous savez pourquoi on n'en parle pas, Jean-Pierre Chevènement ? Sont occultés. Oui, mais vous savez pourquoi on n'en parle pas, et vous l'avez d'ailleurs dénoncé récemment, c'est que cette campagne, d'une certaine manière, a été confisquée, à tort ou à raison, ça c'est à la justice de le dire, mais par les affaires, par les problèmes judiciaires. Vous avez fait part de votre inquiétude sur la démocratie en dénonçant ce calendrier. Comment est-ce que quelqu'un comme vous, qui avez toujours défendu fermement l'état de droit, peut s'émouvoir du bon fonctionnement de la justice ? Mais vous savez, je m'émeus depuis au moins 20 ans d'une dérive qui est la judiciarisation de l'espace public, qui est la lente montée vers ce qu'on a appelé un gouvernement des juges.
Je pense que la République, c'est d'abord le suffrage universel. C'est le citoyen. Le citoyen instruit par l'école, mais aussi par les médias. Et vous avez une responsabilité de ce point de vue-là. Or, aujourd'hui, le concubinage du pouvoir judiciaire et du pouvoir médiatique, la violation permanente du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence, fait qu'il n'y a plus de débat sur le fond, sur les grandes questions qui intéressent l'avenir du pays. Oui, mais ça, Jean-Pierre Chevènement, ça n'enlève rien à la réalité judiciaire. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, dans une campagne présidentielle, il faudrait qu'il y ait un temps de pause pour la justice, il n'aurait pas fallu qu'il y ait les convocations, en bref, l'affaire Fillon n'aurait jamais dû éclater en pleine campagne présidentielle? Vous savez, l'affaire Fillon, elle a éclaté dès le mois de janvier, et les Français étaient instruits. On pouvait peut-être passer au grand sujet qui conditionne l'avenir de la France. Moi, personnellement, je considère que c'est un grave tort qui est porté à la démocratie républicaine par le fait que les électeurs expriment leur rejet. Beaucoup ne veulent pas les voter, et ce n'est pas ce que je leur conseille. Je leur conseille de se placer d'un point de vue plus élevé. Il y a ceux qui veulent privilégier la reconstruction de la gauche. Si je me plaçais dans cette perspective, moi je voterais plutôt Mélenchon, bien que je ne sois pas d'accord avec lui sur la 6e République, ou bien sur la fin du nucléaire, ou un certain nombre de choses. Mais je trouve qu'il a du talent et qu'il est porteur d'une certaine capacité de renouvellement. Donc aujourd'hui, si je me place du point de vue des intérêts de la France, naturellement, je ne voterai pas pour Jean-Luc Mélenchon, qui a adopté une posture purement tribunicienne, que je lui reproche amicalement. J'aurais aimé qu'il prenne une posture rassembleuse. Donc quel est le candidat, si ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, qui porte à vos yeux le mieux les intérêts, en tout cas ceux qui correspondent à votre vision pour la France? Je critique le programme de François Fillon sur 2 points. Son programme économique, je ne crois pas à une purge aussi sévère que celle qu'il prévoit. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse marcher dans un environnement économique qui ne sera peut-être pas propice. La baisse de 500 000 fonctionnaires. Et je pense que c'est une erreur de désigner comme adversaire l'islam, ou même le terrorisme, ou non pas le terrorisme, le totalitarisme islamique. Il faudrait qu'ils disent islamiste au mieux. Et mieux encore, le terrorisme djihadiste, qui est notre véritable adversaire. Il faut cibler mieux pour isoler l'adversaire, si on veut pouvoir réduire Alors ça, ce sont les points de désaccord que vous avez avec François Fillon. Néanmoins... Oui, mais par ailleurs, sur la politique étrangère, je pense qu'il parle le langage d'un homme d'État. Simplement, ces sujets étant évacués par la campagne, par la manière dont elle est faite, on ne peut pas en parler. Et pourtant, comment la France peut-elle se positionner dans l'Europe de demain, si on veut aller dans le sens qu'évoquait le général de Gaulle, c'est-à-dire une Europe qui irait de l'Atlantique à la Russie, qui pourrait avoir voix au chapitre entre les États-Unis et la Chine, qui sont les 2 grands mastodontes qui vont dominer le XXIe siècle, eh bien, ça vaudrait un grand débat, un débat honnête, un débat argumenté. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cité Jean-Luc Mélenchon, vous avez cité à l'instant François Fillon. Il y a un candidat qui fait énormément parler de lui en ce moment, qui appelle à une recomposition entre diverses forces de gauche, du centre, voire même d'une certaine droite. Nous parlons Emmanuel de M. Macron. Macron, voilà. D'accord. Est-ce que cette recomposition, est-ce que cette coalition, qui est même appelée de ses voeux, je le lisais dans Le Monde avant-hier par Hubert Védrine, elle fait sens? Il faut lire Hubert Védrine attentivement, parce qu'il ne propose pas une coalition droite-gauche. Il dit qu'il faudrait une sorte de pacte de non-agression pour que chacun connaisse les lignes rouges de l'autre. Enfin, moi, avec l'expérience que j'ai de la vie politique, je sais que c'est très difficile. Emmanuel Macron est un homme intelligent. C'est un homme séduisant. C'est un homme qui a su tracer son chemin. Ce n'était pas évident. Il a naturellement bénéficié de l'effondrement des partis de gouvernement, du Parti socialiste coupé en 3 moignons, et puis de la droite. Donc il trace son chemin. Mais son idée d'une grande recomposition du paysage politique, à vos yeux, elle est possible? Alors elle est réaliste? Il faut voir ce qu'il propose, quelle est la politique qu'il propose. Car moi je suis partisan d'un gouvernement de salut public, mais pour vraiment sauver notre pays des menaces que je discerne à l'horizon. Salut public, ça veut dire union nationale? Non, c'est différent de l'Union nationale, parce que l'Union nationale n'a pas un contenu novateur. Par exemple, M. Macron et M. Hamon ont sur l'Europe le même programme.
C'est-à-dire qu'ils veulent une relance par l'investissement européen, un ministère des Finances européen, un Parlement européen, bref, une dose accrue de fédéralisme. Moi, personnellement, je suis très sceptique parce que je pense que les Allemands ne sont pas sur cette longueur d'onde-là. Et par conséquent, je pense qu'il faut voir les choses différemment. Emmanuel Macron peut signifier le début d'un certain dégagisme, volontairement ou involontairement, parce qu'il n'est pas sûr qu'il ait une majorité s'il est élu président au mois de juin. Donc voilà, il y a une certaine ambivalence chez Emmanuel Macron, et je pense qu'il faut que les Français jugent les candidats sur leurs propositions et restent libres de leur vote jusqu'à la veille du premier tour. Et c'est ce que vous nous dites ce matin, vous restez libre de votre vote, on l'a bien compris. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Demain, c'est le candidat socialiste qui sera notre invité, Benoît Hamon. Benoît Hamon. Europe 1, À demain. 8h28.